Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Le Débrief. Merci de rester à l'écoute des programmes de Médian. À Conakry, les forces vives de Guinée ont repris leur série de manifestations de rue pour amener les autorités de la transition à entendre leurs revendications. Malgré l'annonce de la libération prochaine des prisonniers Foninké Mengue, Ibrahima Diallo et Biloba du FNDC, la levée du contrôle judiciaire visant plusieurs leaders politiques et l'examen de la situation de ceux qui sont poursuivis par la CRIEF. Ces mesures sont jugées insatisfaisantes. Le gouvernement guinéen se dit préoccupé et promet de poursuivre le dialogue avec les forces vives de Guinée. Quelles conséquences de la reprise des manifestations par les forces vives guinéennes? Quelle concession des autorités de la transition pour un climat apaisé? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief au Mali, le gouvernement de transition a retenu la date du 18 juin 2023 pour la tenue du référendum sur la nouvelle constitution malienne. Cette nouvelle charte fondamentale va être un élément clé des réformes entreprises par les militaires pour un retour des civils au pouvoir en mars 2024. La décision est saluée par la CEDEAO qui a félicité le gouvernement de transition. Mais dans le pays, la réforme constitutionnelle ne fait pas l'unanimité. Elle fait déjà l'objet de contestations de la part d'un mouvement dénommé l'Appel du 20 février et d'un front anti-laïcité. Quel contenu de cette nouvelle constitution malienne? Ce référendum constitutionnel, un pas important vers la restauration prochaine de la démocratie au Mali. Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau pour en parler avec nos invités, Monsieur Mamgor Ngom, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Merci également à M. Abdoukarim Diakhaté, un autre confrère, journaliste et directeur également de publication du magazine Le Panafricain. Merci beaucoup Karim d'avoir répondu aussi à notre invitation. Merci Daouda. Et déjà, que pensez-vous de la reprise des manifestations en Guinée par les forces vives guinéennes? Écoutez Daouda, déjà permettez-moi de saluer mon co-débatteur Mamgor Ngom, mon ami et confrère. Vous savez, je pense qu'il y a une situation qui prévaut encore en Guinée, marqué par un bras de fer qui continue entre le CNRD et les forces vives. Vous l'avez rappelé, je pense qu'il s'agit certainement non plus d'un malentendu, parce qu'on a pu voir toute l'évolution de cette situation ces dernières semaines, ces derniers mois, mais il s'agit en réalité, disons, d'un désaveu quelque part de toute cette procédure mise en place depuis un certain temps pour parvenir à une véritable paix des braves. Je m'explique. Vous savez que les forces vives de Guinée avaient exprimé un certain nombre de doléances sur lesquelles le CNRD avait certainement donné des réponses qui n'étaient pas satisfaisantes du point de vue donc de l'opposition. Et on se rend compte également qu'il y a aussi au sein des forces vives, malheureusement, un semblant d'unité de façade. Parce que quelque part, les acteurs ne sont pas tous unanimes, disons, ils ne sont pas tous projetés dans le même élan dynamique vis-à-vis donc du pouvoir. Mais par rapport à ce pouvoir-là, est-ce qu'aujourd'hui les autorités de transition guinéennes ont donné suffisamment de garanties pour éviter en tout cas cette reprise des manifestations? Selon vous, par rapport à tout ce qui a été proposé jusque-là, ont-ils donné suffisamment de garanties? Bon, écoutez, si l'on s'en tient à ce qu'a dit déjà le Premier ministre Ben Gomou et également les facilitateurs, je veux parler du clergé et de l'imam de Conakry, il y a quand même des points sur lesquels, disons, des acquis ont été obtenus. Mais ce qui semble constant, c'est que l'opposition, donc, à travers les forces vives, considère qu'il n'y a toujours pas de tableau de bord, disons, réaliste, pragmatique par rapport donc, aux prochaines échéances. Donc il y a un quiproquo par rapport donc, au chronogramme de la transition et il y a également un semblant de vide, disons-le, plus ou moins juridique par rapport à certaines préoccupations qui n'ont pas toutes été prises en compte. Et par rapport à ces points même pris en compte, nous y restons. Mamgor Ngom, les forces vives de Guinée, projets qui ont annoncé des manifestations aujourd'hui, l'ont démarré depuis le 10 juin dernier. Et il y a eu une rencontre d'ailleurs qui s'est tenue le 9 mai, le 10 mai plutôt. Une rencontre s'est tenue le lundi 9 mai entre le Premier ministre Goumou et les religieux. Une rencontre boycottée par ces forces vives puisqu'ils estiment que de tout ce qu'ils avaient comme revendication,
seuls 2 ou 3 points en tout cas ont été satisfaits. 3 aujourd'hui sur les 7 points de revendication. Est-ce suffisant selon vous pour calmer les forces vives? C'est loin d'être suffisant, bien sûr. Si c'était suffisant, je pense qu'on n'allait pas assister aujourd'hui à des manifestations, même si ce sont des manifestations sporadiques. Je pense que le problème en Guinée, c'est le problème dans nos pays, c'est cette crise de confiance entre le pouvoir et l'opposition, entre le pouvoir et la société civile. Et malheureusement, depuis longtemps, dès les premiers jours du colonel Doumbouya en Guinée, on avait senti une certaine volonté de changer les choses parce que les circonstances plaidaient en sa faveur parce qu'il montrait un certain volontarisme par rapport à ce qui se passait avec Alpha Condé, tout ce qu'il faisait, tous les piliers de la démocratie étaient tombés. Lui, on avait confiance en lui et il commençait à poser des actes, du moins à déclamer certaines choses qu'il voulait faire. Mais on se rend compte aujourd'hui que les choses n'ont pas réellement bougé et que cette crise de confiance demeure. J'ai peur que, je pense que même en Guinée, ça se sent, s'il y a une crise économique très aiguë, s'il y a une crise politique très aiguë, je pense que c'est un cocktail qui peut avoir pour conséquence qui peut avoir des conséquences qui peut envenimer la situation sociale, des conséquences dangereuses et qui enveniment la situation sociale. Bon, on avait un peu la parenthèse du procès qui avait plus ou moins tenu en haleine l'opinion publique guinéenne, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de dialogue entre le pouvoir et l'opposition, entre le pouvoir et la société civile, qui boycotte systématiquement. Et justement, par rapport à cela, aujourd'hui, les autorités s'engagent à une possible libération de Fonike Mengue et compagnie du FNDC, de la situation, de revoir également la situation aujourd'hui de ceux qui sont poursuivis par la CRIEF, également de la levée du contrôle judiciaire de certains leaders politiques actuellement en exil. Déjà, est-ce que ce ne sont pas aussi, même si ce n'est que 3 parmi les 7, est-ce que ce ne sont pas aussi des points importants à considérer par ces forces vives? Oui, ce sont des points importants pour la décrispation de la situation, mais cela montre aussi que les choses n'étaient pas bien réfléchies. Bon, tout le monde est pour la reddition des comptes, tout le monde est pour la sanction de ceux qui sont fautifs, parce qu'il y a beaucoup de fautifs, mais la manière de procéder souvent pose problème, parce que ce n'est pas à l'autorité, à l'exécutif, de libérer ou d'emprisonner ceux qui sont sanctionnés ou ceux qui sont fautifs. Mais c'est une justice. Je pense que les autorités actuelles doivent s'atteler, doivent faire de telle sorte que la justice soit une véritable justice, une justice égale pour tout le monde et qu'une justice qui peut sanctionner sans pour autant qu'on remette en question ces décisions. Malheureusement, jusqu'ici, on pense que ce sont les autorités, c'est l'exécutif, le pouvoir de Doumbouya qui est en train de sanctionner des gens parce que peut-être ils ont des idées derrière, ils veulent peut-être pérenniser un pouvoir, il n'y a aucune lisibilité. Donc il faut là un retour à l'indépendance du pouvoir judiciaire en Guinée, surtout sous cette transition-là. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est seule la justice qui peut régler le problème en Guinée et même dans d'autres pays. Et par rapport à cette justice-là, Abdou Karim, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui à la justice, en tout cas, sous un régime démocratique plutôt que sous une transition? Puisque aujourd'hui, Doumbouya et son équipe sont là pour une transition avec des missions bien définies. Vouloir en tout cas également y rajouter la question de la reddition des comptes, est-ce que ce ne sont pas des choses qui seraient plutôt dévolues à un pouvoir démocratiquement élu par le peuple, par la population? Bon, absolument, oui et non. Je pense que Mame Gor l'a dit. En réalité, je pense que le pouvoir, le CNRD est entre le marteau des exigences même de leur chronogramme et l'enclume des réalités concrètes du terrain. Parce qu'en réalité, ce qui se passe en Guinée, c'est qu'il y a des attentes fortes par rapport donc à la reddition des comptes. On l'a dit, on a vu effectivement des dirigeants qui ont été arrêtés et pour lesquels justement la justice guinéenne est en train de trouver les voies de sortie de crise entre guillemets. Mais il y a surtout également les menaces
qui pèse sur certains autres acteurs politiques, comme Cellou Dalein Diallo, qui sont à l'étranger et poursuivis par la CRIEF. Mais tout compte fait, je pense que ce qu'il faut mettre en avant déjà, c'est vrai, il y a le besoin de justice, mais il y a encore le fait que, d'ailleurs, le colonel Doumbia avait insisté là-dessus, éviter les erreurs du passé. Je pense que c'est peut-être la précipitation qui pourrait, disons, faire aboutir en tout cas certains dossiers dans une voie non souhaitable, dans la mesure où effectivement on a pu voir qu'il y a eu dans le passé beaucoup de problèmes qui ont été plus ou moins, disons, relégués au second plan, alors que ces problèmes auraient pu être réglés dans le cadre justement d'une transition, comme à l'époque avec Dadis Camara ou Sekouba Konaté. Je pense que la préoccupation essentielle du CNRD à l'heure actuelle, c'est de trouver rapidement, disons, les moyens de sortir de cette transition, c'est vrai, mais en faisant en sorte que ces erreurs-là, en laissant en suspens certains problèmes judiciaires perdurer, qui vont certainement créer d'autres problèmes. Et on reste avec ce problème ou bien cette question d'éviter les erreurs du passé. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, pourquoi les questions comme le retour d'exil des prisonniers ou bien de ceux qui sont en tout cas poursuivis, des politiques qui sont poursuivis, et la question de l'instauration également d'un cadre de dialogue inclusif sous l'autorité de la CEDEAO ou sous la supervision de la CEDEAO, pourquoi on ne sent pas trop d'avancées sur ces points-là? Ça ne fait même pas de partie des points sur lesquels les autorités de la transition sont prêtes à faire des concessions. Oui, mais on l'a rappelé tout à l'heure, on a évoqué le cas de Foneke Mengue et compagnie, qui vont certainement voir leur situation réglée dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, mais dans tous les cas, mais le cas des exilés, oui, est la mise sur pied d'un cadre inclusif sous l'autorité ou sous la supervision de la CEDEAO. Ça ne fait pas partie des concessions que les autorités de transition sont prêtes à faire. Mais justement, parce qu'en fait, cela également va directement dans ce qu'on peut appeler la souveraineté de l'État guinéen. Parce que de toute façon, la transition a ses exigences. Il y a une situation exceptionnelle qui exige des mesures exceptionnelles. Et je crois que le colonel Doumbia et donc le CNRD est un peu dans cette lancée-là. C'est vrai qu'il y a des problèmes qu'il faut essayer de voir avec lucidité, mais il faut reconnaître également que l'opposition, en tout cas autour des forces vives, n'a plus la même splendeur que le FNDC à l'époque, devant le président Alpha Condé de l'époque. Actuellement, c'est une opposition plus ou moins essoufflée qui se présente et, disons, en rang plus ou moins dispersé. On a pu voir effectivement certains antagonismes, disons le même tout net, certaines petites rivalités naître autour, en tout cas, de ce qui devrait les unir. Même s'il y a un semblant d'unité, je pense qu'il y a toujours cette unité de façade face, en tout cas, à un adversaire, certainement le CNRD. Mais je pense que dans tout cela, c'est le chronogramme et le respect par le CNRD en tout cas de certaines conditionnalités qui va nous amener en tout cas vers une sortie de crise. Et qu'est-ce qui explique ce retard-là noté dans le chronogramme, puisque jusqu'à présent en tout cas on n'a pas un chronogramme clair aujourd'hui de ce que vont faire ces autorités de la transition et sur quelle durée et comment est-ce qu'ils vont y arriver également? Mais je pense que c'est parce que les autorités du CNRD se sont heurtées à la réalité du terrain. Il faut reconnaître que la Guinée plutôt, même en dehors de ces problèmes, disons, internes entre pouvoir et opposition, a du mal à sortir en fait, à sortir carrément de ce qu'on pourrait appeler les démons du passé. La Guinée a une trajectoire, la Guinée a une histoire politique qui fait que les acteurs politiques déjà, dans leur, en tout cas, compagnonnage, n'ont pas toujours fait les bons choix. Je pense qu'il revient actuellement à toute la classe politique, d'une part, et au CNRD, de voir véritablement, avec réalisme, ce qui doit convenir au peuple guinéen et y aller quand même main dans la main. Et même ces forces vives, je le rappelais tout à l'heure, ont décidé de maintenir une série de manifestations durant tout le mois de mai, les 10, 11, 17, 18, 24 et même 25 mai 2023. Que pensez-vous de l'attitude de cette organisation regroupant aujourd'hui des politiques et membres de la société civile guinéenne? Mamgour, votre confrère plutôt, Abdou Karim Diakhaté, parlait tout à l'heure d'une opposition qu'on sent également essoufflée par rapport à la situation. Oui, il est évident que l'opposition guinéenne n'a plus la même force que du temps d'Alpha Condé. Ça, c'est une évidence. Ça s'est beaucoup essoufflé. Et sur le terrain, c'est remarquable.
D'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, au début de la transition, on sentait beaucoup plus le FNDC dans les manifestations et prises de position face au pouvoir de transition que les acteurs politiques. Ça, c'était bien avant la création des forces vives de Guinée. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un essoufflement, comme l'a dit Karim, qui connaît bien la Guinée. Mais ils sont ces forces sont dans le droit. Et je pense que on ne peut pas empêcher des forces, une opposition de contester. Je pense que ça, c'est bien de contester. Et c'est au pouvoir de prendre ses responsabilités, parce que c'est eux qui dirigent le pays pour faire des compromis, je ne dirais pas compromission, mais faire des compromis pour que ces forces soient autour de la table pour avancer. Parce que jusqu'ici, on ne voit pas une feuille, une ligne qui est tracée, une ligne nette qui est tracée pour la fin de la transition. Même si souvent ils sont un peu en colère quand on évoque la fin de la transition, il y a les nerfs qui sont un peu tendus. Mais il faut de la lisibilité au moins avoir Guinée. Une feuille de route claire de ce qui va être fait. Pour qu'il y ait de la visibilité, une certaine lisibilité de ce qu'ils veulent faire. Mais jusqu'ici, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire en réalité. Il n'y a pas de dialogue. Il y a un non-dialogue, ou bien du moins il y a ce fameux dialogue de sourds qui ne donne rien jusqu'à présent. Alors que une transition n'est pas faite pour durer. C'est une transition comme son nom l'indique. Donc il faut je pense que la CEDEAO a beau taper sur la table, il y a eu des pressions, mais pour le moment, il y a cette illusion, souvent c'est une illusion de contrôle d'une situation. Alors que souvent ce qui peut déranger, ce Deus ex machina, comme on le dit, ça peut sortir de n'importe où. Dans une société en crise, dans une Guinée en crise, dans une crise mondiale, avec cette disruption, je pense que le danger peut venir de nulle part. C'est ça. Et déjà, certains acteurs politiques ne partagent pas aussi l'avis des forces vives de Guinée. C'est le cas du docteur Faya, président du parti du Bloc libéral de Guinée. Lui, il invite plutôt à une réflexion sur les morts enregistrés à chaque manifestation dans le pays et sur les façons même d'encadrer aujourd'hui les manifestations pour que ça arrête d'endayer les Guinéens. Donc lui, son appel est beaucoup plus lancé à toutes les deux parties, à savoir les autorités de transition, comme aujourd'hui les forces vives de Guinée. Que pensez-vous de sa proposition? Non, je pense que c'est assez cohérent et puis c'est humaniste, voire humanitaire. Parce que la Guinée, je pense qu'elle a beaucoup payé avec ses morts à n'en plus finir. Ce sont les populations qui paient des pots qu'elles n'ont pas cassés. En réalité, qu'est-ce qui a changé depuis? Il y a les événements de septembre, du 28 septembre. Avant ça, il y a tellement de drames en Guinée, mais jusqu'ici, les populations n'en bénéficient pas. Ce sont plutôt des hommes politiques qui se relaient au pouvoir et qui ne changent pas grand-chose. Donc, je pense que souvent, c'est pourquoi certains disent qu'il faut souvent s'arrêter et voir quelle démarche adopter pour arriver à des fins plus heureuses que des morts à n'en plus finir dans la rue, des morts sans auteur. Concernant ces morts sans auteur aujourd'hui, quelle justice pour ces jeunes décédés au cours de ces différentes manifestations spontanées qu'il y a eu dans le pays? C'est là où le bas blesse. Malheureusement, c'est une situation qui est un peu comparable à ce qui se passe peut-être au Tchad et autres. Il y a tellement de morts, mais on dit que bon, on a gracié les jeunes, ils peuvent partir parce qu'il y avait des manifestants qu'on avait emprisonnés et autres. Je pense que l'enjeu de la transition, c'est, encore je le répète, c'est de mettre en place une justice respectable, vraiment indépendante, qui pourrait jouer son rôle, son véritable rôle. Parce que ça, c'est le pilier de la démocratie. Sans justice, on ne peut pas parler de démocratie. Et on a l'impression que dans nos États, en Guinée particulièrement, la justice, elle est boiteuse. Elle est boiteuse. On ne sait pas réellement ce qu'elle fait.
Il y a même récemment ce qui se passe avec la reddition des comptes, on se rend compte que ce n'est pas ce qui était attendu. Ce n'est pas ce qui était attendu. Donc il faut vraiment qu'on s'attelle. Ça, c'est un vaste champ à défricher. Il faut qu'on s'attelle pour que cette justice soit et on reste avec le cas de cette justice. Abdou Karim Diakhaté, les violences enregistrées dans la capitale Conakry suite aux manifestations spontanées ont poussé le haut commandement de la gendarmerie nationale et la direction générale également de la police à annoncer des dispositions afin de mettre un terme à tout cela. Ils ont en tout cas fait savoir qu'ils vont traquer et traduire devant la justice toute personne qui serait considérée comme auteur de ces violences-là. C'est que l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, considère comme une diversion. La transition ne risque-t-elle pas à nouveau aujourd'hui de faire face à une série de manifestations violentes pouvant aboutir encore à des morts? Et comme l'a rappelé Mame Gor, jusqu'à présent, la case justice n'est pas encore clarifiée pour ces morts-là. Mais d'accord, mais il faudrait quand même rappeler que aussi bien le ministre de la Justice Charles Wright que le Premier ministre Bernard Gomou ont donné des assurances par rapport déjà à la fin de la transition. On a parlé de février 2024. Bon, maintenant... Le problème se situe plutôt Abdou Karim, dans le chronogramme et non la date de la fin. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de cette date aujourd'hui, de mai 2023 à la fin de la transition? Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est parce qu'en fait, il faut, on l'a dit, ce dialogue inclusif pour chercher en tout cas, à s'accorder sur donc, ce qu'on va mettre dans cette période-là. Parce que bon, le temps est très court. Et comme il y a déjà un autre chronogramme, je veux parler du planning d'activités mises en œuvre par l'opposition, il sera très difficile de trouver un accord, en tout cas, par rapport donc à toutes ces activités. Mais pour en revenir à votre préoccupation par rapport à la justice, je pense que les dispositions sécuritaires qui ont été prises par le CNRD à travers la gendarmerie comme la police, pour tant soit peu assurer un peu la sécurité, en tout cas pour les populations, surtout de Conakry, je pense que ce sont des mesures qu'on peut comprendre, même si par ailleurs, effectivement, aussi bien les organisations de la société civile que les acteurs politiques et autres s'indignent un peu par rapport aux méthodes utilisées ou bien en tout cas aux menaces qui sont plus ou moins entendues. Mais dans tous les cas, je pense que cette nécessité d'aller vers cette soif de justice en fait que tout le monde réclame est devenue une urgence. Parce que vous savez, on a parlé d'erreurs du passé, mais c'est parce que justement, il y a eu une évolution politique où on a pu voir des actes qui sont passés à perte de profit. Pendant tout le pouvoir d'Alpha Condé, toutes les manifestations qu'il y a eu avec les centaines de morts qui ont été enregistrées n'ont pas eu, disons, de suite, plus ou moins. C'est maintenant à ces choses-là que la justice s'attelle. Vous avez au début parlé éventuellement de cette nécessité de voir s'il revient au CNRD, je veux dire à la transition, de régler ça. À la transition ou à un pouvoir démocratique. Oui, mais vous savez, je pense qu'il n'y a pratiquement rien à attendre. Il y a un processus qui se poursuit, mais la justice, elle est là. C'est vrai que le temps de la justice n'est pas le temps d'habitude ce qu'on dit, mais il y a une évidence. Il ne faut pas laisser les choses en l'état et il faut peut-être les régler au cas par cas. Maintenant, dans le cadre des manifestations, c'est vrai, on a pu voir avec le FNDC, donc du temps de sa splendeur, comme on a eu à le dire, beaucoup de choses qui sont passées avec cette opposition, disons plus ou moins beaucoup plus républicaine. Et si l'on en revient aux forces vives de Guinée, selon vous, quelle issue de la médiation entamée présentement par les religieux, vous l'avez rappelé au tout début de cette émission, quelle issue de cette médiation des religieux entre le CNRD et les forces vives de Guinée? Bon, j'avais entendu une déclaration de l'archevêque Boston, l'archevêque de Conakry, qui disait que c'était vraiment en bonne voie. Même s'il y a eu par la suite ce quiproquo, ce malentendu qui a entraîné cette défiance, ce manque de confiance, comme Mame Gor avait eu à le souligner. Mais je pense que de toute façon, les gens devraient revenir à la table de négociation. C'est la seule issue, il n'y en a pas d'autre. Vous savez, on est dans une situation exceptionnelle, il faut toujours le rappeler. Ce sont des mesures exceptionnelles qui sous-tendent en fait toutes les activités, tout ce qui peut se faire autour. Maintenant, il y a pour un retour effectif à la table des négociations, Mame Gor, selon vous, quelles concessions à faire par les autorités de la transition aujourd'hui, pour déjà les autorités, en tout cas guinéennes, pour une transition apaisée? Je pense que il y a déjà les arrestations, il y a certaines arrestations peut-être qui ne sont pas justifiées, qui doivent
cessé, il y a aussi le fait que on a l'impression, parce que l'impression est souvent tenace, on a l'impression qu'ils veulent mettre fin à cette transition, mais il y a une idée derrière. Tant que ce manque de confiance existe et que tant que cette impression demeure, je pense qu'il sera difficile pour les forces vives de la nation d'être à la table de négociation. Mais maintenant, il faut des compromis quand même de part et d'autre. Je pense qu'il ne faut pas aussi qu'elle ne soit pas trop exigeante, qu'elle ne soit pas trop maximaliste pour des négociations. Dans tous les cas, on est obligé de négocier. Donc, on est dans l'obligation de négocier. Donc, créer les conditions pour rétablir la confiance entre ces acteurs civils et politiques des forces vives ainsi que les autorités du CNRD pour aujourd'hui l'intérêt de la Guinée et des Guinéens afin que cette transition puisse aujourd'hui se terminer à une élection et un président démocratiquement élu. C'est également dans ces dispositions aujourd'hui que sont les autorités maliennes de la transition avec une date fixée pour le référendum constitutionnel. Il s'agit du 18 juin 2023. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief, Mame Gor Ngom, initialement prévu le 19 mars dernier, le référendum constitutionnel va finalement se tenir au Mali le 18 juin prochain. La campagne va s'ouvrir le 2 juin à minuit et va prendre fin le 16 juin à minuit également. Que pensez-vous de cet acte posé par les autorités de la transition, à savoir l'organisation de ce référendum constitutionnel qui va consacrer une nouvelle constitution malienne? Vous savez, on ne peut qu'applaudir. Hein? Souvent on dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est vrai qu'on a beaucoup attendu. Il y avait des dates qui ont été fixées, qui n'ont pas été respectées. Il y avait des explications qui ont été données. Bon, mais ce sont des explications qui étaient considérées comme des explications qui ne tenaient pas la route par une certaine opposition. Mais aujourd'hui, s'il y a une date qui est fixée et que la campagne va s'ouvrir, je pense qu'on ne peut qu'applaudir et espérer que ce sera une organisation parfaite de cette élection. Même si on peut avoir un peu des doutes par rapport à ce qui se passe dans le pays, parce que le pays aussi n'est pas complètement recouvré. Il y a tellement de partis de non-État, si je peux m'exprimer ici. Et ce point sera d'ailleurs largement abordé au cours de cette émission. Vous parliez tout à l'heure des élections bien organisées, en tout cas. Il y a la haute autorité malienne de gestion des élections qui tient à rassurer. D'ailleurs, les membres de cette haute autorité ont fait face à la presse pour parler des dispositions prises pour une bonne tenue de ce scrutin. Et pour sa part, la commission de la CEDEAO également s'est dite satisfaite de la convocation du collège électoral de la République du Mali pour le 18 juin 2023 pour la tenue du référendum constitutionnel. Déjà, comment l'organisation sous-régionale pourrait accompagner aujourd'hui les autorités maliennes dans l'organisation, en tout cas transparente et avec les conditions qu'il faut pour que ce référendum constitutionnel puisse bien se passer? Je pense que c'est en pareille occasion justement que la CEDEAO et toutes les organisations sous-régionales, même les organisations africaines, l'Union africaine, c'est en de pareilles occasions qu'elles doivent se montrer leur volonté de faire du bien et d'encadrer cette République qui a besoin d'encadrement et qui a besoin de soutien. Mais bon, par ailleurs, le Mali, c'est être un peu orgueilleux, mais il a besoin de soutien. Il y avait nous tous, on a assisté à des sanctions par-ci par-là. Ils ont payé un lourd tribut à ce que certains appellent un entêtement sur un chemin peut-être qui exclut la France, qui exclut une certaine partie de la communauté internationale. Et d'ailleurs, pour cette élection aujourd'hui, ces autorités aujourd'hui ou bien ces membres de la CEDEAO ont également une longue expérience d'observation de missions électorales qu'ils pourraient aussi mettre à la disposition justement, c'est ça. Des autorités maliennes. Donc la CEDEAO a des choses à faire là-bas et je pense que
elle sera au rendez-vous. Elle sera au rendez-vous au Mali pour aider ce pays à organiser des élections transparentes. Peut-être un référendum, ça n'a pas beaucoup d'enjeux, même s'il y a un peu d'enjeux au niveau des constitutions et autres. Mais dans nos pays, les référendums ne sont pas si passionnants, ne suscitent pas autant d'enthousiasme, sinon si c'était des élections peut-être présidentielles, législatives et autres, générales, ça aurait pu même être si, beaucoup plus passionnant. Pour ce cas-ci aujourd'hui, avec les autorités de la transition, cette nouvelle constitution ou ce référendum constitutionnel fait déjà débat dans le pays. Ce serait extraordinaire qu'on rejette cette constitution quand même. Donc tout le monde sait que ça va passer, mais bon, c'est un test grandeur nature pour la transition, pour les autorités de la transition, de montrer qu'elles savent organiser des élections. Je pense qu'elles ont une parfaite maîtrise des choses. Ce sont des militaires, donc c'est à eux de prouver qu'ils sont là, mais ils ne sont pas des gens qui sont incapables d'organiser des élections. Je pense que c'est un grand test. Et selon d'ailleurs le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, ce projet de constitution est selon lui un espoir pour le peuple malien d'asseoir et de raffermir leur démocratie. Un espoir en tout cas qui ne convainc pas tous les Maliens, puisque un collectif dénommé Appel du 20 février pour sauver le Mali invoque l'incompétence des autorités militaires de transition à conduire ce référendum. Que pensez-vous de cette posture, Karim? Écoutez, Daouda, je pense qu'il faudrait d'abord se féliciter quand même de l'aboutissement d'un processus assez long et certainement assez chaotique. Et après plusieurs reports d'ailleurs. Bien sûr, c'est vrai que c'était prévu initialement pour le 19 mars. Finalement, la date du 18 juin a été retenue. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que déjà la réaction de l'Union africaine comme de la CEDEAO indique un peu qu'il y a effectivement un satisfecit de la communauté internationale par rapport, en tout cas, à cette étape de franchie. Je pense qu'il faudrait quand même admettre que la transition malienne vient en tout cas de produire au moins un élément, un facteur déjà qui pourrait aller dans le sens d'une consolidation de ce qui a pu apparaître comme un acquis de cette transition-là, en, disons, se conformant plus ou moins à la volonté aussi bien des populations maliennes que de la communauté internationale. Maintenant, par rapport à l'organisation des élections, je pense que Mme Gor l'a dit, ce sera un test grandeur nature par rapport déjà aux moyens mis en œuvre, mais surtout pour voir si véritablement de pays faillis, entre guillemets, le Mali a pu au moins recouvrer une bonne partie du territoire et faire en sorte que l'administration malienne puisse également montrer qu'elle peut effectivement mettre en place, en tout cas, ce processus électoral et le mener à bon port. Maintenant, les inquiétudes, vous l'avez souligné, comme ce qui s'arroge, enfin, plus ou moins le droit de contester cet état de fait, il ne faudrait pas retourner en arrière, en réalité. Je pense qu'on va vers un processus qui va aboutir en mars au retour donc d'un pouvoir constitutionnel, donc un retour des civils au pouvoir. Par conséquent, je pense qu'il ne faut pas trop, disons, cracher sur la soupe, même si effectivement certains peuvent, bon, il faut le reconnaître. Donc ce référendum constitutionnel va constituer un pas important, en tout cas, pour aller vers cette démocratie, ce retour de la démocratie au Mali, à savoir le retour des civils à l'issue d'élections transparentes et démocratiques. Absolument, c'est une étape décisive. Vous savez, c'est vrai, on ne peut pas dire que tout est en ordre quelque part, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a eu un courage et le respect aussi de la parole de la part des militaires déjà, et aussi du fait que avec toutes les sanctions imposées par la CEDEAO surtout, il y a en tout cas ce courage qui a permis quand même au peuple malien de se retrouver quelque part. C'est vrai, il y a des cris d'orfraie qu'on peut absolument accepter, comme par exemple l'opposition même à ce projet constitutionnel. Il faut se rappeler que la Ligue des imams et érudits. Et d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure, la question de la Ligue des imams et de la laïcité aussi. Mame Gor, vous abordez tout à l'heure une question, à savoir le fait que certaines parties aujourd'hui du territoire malien sont sous le contrôle de groupes armés. Et par rapport à cela aujourd'hui, ce mouvement dénommé le mouvement du 20 février pour sauver le Mali a également souligné la même question en faisant savoir que si ce projet de constitution, en tout cas, ou de référendum constitutionnel aboutit,
cela scellerait la partition du Mali en remettant en cause l'unité nationale. Ça, c'est leur point de vue, puisque selon eux, plus des 2/3 du territoire est plongé dans l'insécurité généralisée. C'est ce qu'ont soutenu en tout cas les membres de ce mouvement-là. Et n'ont-ils pas en partie raison sur un fait, c'est-à-dire que certaines zones risquent de ne pas pouvoir participer à ce référendum-là? Bon, ce mouvement a certainement raison. On peut comprendre leur démarche. Mais aussi, je pense qu'il faut savoir raison garder. On ne peut pas attendre éternellement que le Mali soit totalement pacifié pour organiser des élections. C'est presque utopique. L'État malien, le pouvoir malien, n'a pas encore les moyens de pacifier tout le Mali. Et je pense qu'on peut y aller étape par étape. Parce que dans ces étapes-là, étape par étape, mais dans ces étapes-là aujourd'hui, est-ce que les zones reprises par les forces armées maliennes et qui étaient en tout cas entre les mains de ces groupes armés, ce ne serait pas l'occasion également que les élections puissent se tenir dans ces zones pour montrer le retour de l'État dans ces zones maliennes? Oui, ça, je pense que les autorités maliennes elles-mêmes sont conscientes de ça et elles vont tout faire pour que des élections aient lieu dans ces zones. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a une crise sécuritaire extraordinaire au Mali, donc il n'y a pas des risques, il y a certains risques aussi à ne pas prendre. Je pense qu'il faut aussi éviter d'être populiste, comme le font comprendre certains opposants. On ne peut pas organiser des élections dans certaines parties du Mali, ça c'est indéniable, ce n'est pas possible. Mais maintenant, il faut y aller petit à petit, et je pense que si on parvient à organiser des élections dans les grandes villes, dans certaines parties du pays, et que les élections soient transparentes, je pense que les militaires n'ont aucune raison de ne pas organiser des élections transparentes dans ce contexte. Parce que les Maliens, ils sont très résilients. Moi, j'étais au Mali récemment, mais j'ai remarqué une certaine résilience des Maliens et puis un certain espoir par rapport aux militaires, pensant qu'ils ne vont pas faire comme les autres et ils vont vite organiser des élections et donner le pouvoir aux civils. Et la question même si par ailleurs on note aussi qu'il y a aussi une réduction de des espaces de liberté au Mali, ça c'est aussi clair. Bon, il y a les journalistes un constat fait aujourd'hui au Mali, un constat identique en tout cas au Mali, au Burkina et dans d'autres pays qui sont présentement sous une transition. Et ce que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre indéfiniment que tout le pays soit couvert pour organiser des élections. D'ailleurs, ça faisait partie des raisons pour lesquelles ce référendum avait été reporté et n'avait pas pu être tenu le 19 mars, puisque les autorités avaient avancé aussi le fait que les conditions ne s'y prêtaient pas pour organiser cela dans certaines zones du pays. Et Karim, vous abordiez tout à l'heure la question du front anti-laïcité porté sur les fonds baptismaux au Mali et composé d'une vingtaine d'associations islamiques, dont celle de l'imam Diko, et un front qui a appelé à retirer le mot laïcité du projet constitutionnel au risque d'appeler à ne pas voter en faveur du texte. Pourquoi aujourd'hui cette laïcité poserait problème à ces acteurs religieux maliens? Déjà que quelqu'un comme Imam Diko aussi, on ne peut pas ne pas lui reconnaître que c'est en tout cas une autorité religieuse très influente également dans ce pays-là et qui a beaucoup contribué aussi à la chute en tout cas du président Ibrahima Boubacar Keïta. Moi, je pense qu'il y a, c'est vrai, une certaine césure, pour ne pas dire un antagonisme de fait. Mais je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'une différence de lecture ou d'appréciation peut-être. Parce que là où la Constitution parle d'État laïque, ces associations donc voudraient suggérer effectivement qu'on mette un État multiconfessionnel. On peut les comprendre parfaitement. Je pense que certainement le Mali est un pays musulman à plus de 95% pratiquement. Il est évident qu'il faut tenir compte effectivement des desiderata du grand nombre. Mais en réalité, je pense que ce sont des problèmes qui peuvent être discutés. Je pense que le plus grand défi déjà pour les autorités de la transition, c'était de parvenir en fait à un accord qui allait, disons, dans le sens de faire en sorte que les dispositions arrêtées avec la communauté internationale soient appliquées, à la lettre certainement,
Mais ce qui gêne, c'est vrai, ces organisations, c'est effectivement ce terme de laïcité qui voudrait peut-être remettre en péril certaines dispositions donc, de la société malienne. Mais en tout état de cause, je pense que le référendum qui va se tenir le 18 juin n'est que l'aboutissement d'un très long processus. Même depuis le président Ibeka à l'époque, vous savez, il y a toujours eu, disons, un besoin de faire en sorte qu'il y ait véritablement un référendum pour que toutes les populations maliennes se sentent dans le tissu social du pays. Avec Ibeka, cela n'a pas pu se faire. On a pu voir en 2015 les accords d'Alger et ce qu'il en est advenu. Je pense que le moment n'est pas un peu de tirer de tous les côtés pour, en tout cas, disons, amener les choses à un autre niveau. Je pense qu'il faudrait plutôt s'accorder sur au moins ce projet et peut-être par la suite essayer de le parfaire dans le cadre d'un retour des civils à l'ordre constitutionnel. Et Mame Gor Ngom, concept État laïque, État multiconfessionnel, aujourd'hui, y a-t-il différence même dans les concepts puisque ces religieux, en tout cas, ou bien ces associations de religieux dont l'imam Diko ne veulent pas, en tout cas, de l'expression État laïque dans la nouvelle constitution? Y a-t-il une différence entre État laïque et État multiconfessionnel? Vous savez, on dit que les mots n'ont de sens que dans leur contexte. Je pense que c'est du français, comme l'a dit Karim. On peut discuter de tout. Je pense que ce sont des détails qui peuvent être réglés rapidement. État laïque, État multiconfessionnel. Je pense qu'il y a cette psychose de la religion. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la religion souvent, dans le contexte malien, burkinabé, un peu sénégalais. Tout ce qui touche à la religion suscite des passions. Et il y a beaucoup de débats autour de ça. Donc c'est pourquoi il faut discuter froidement avec les gens. Il y a des détails qui ne doivent pas créer des blocages laïques, multiconfessionnels. Les textes ne sont que ce qui les applique en fond. Les textes ne sont que ce que nous en faisons. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il faut qu'on soit d'accord, qu'on dépasse ce stade de discussion, de débat sur des termes qui peuvent être changés, qui peuvent être interprétés comme on veut. Donc, ça ne doit pas être l'objet d'une discussion, ça ne doit pas être l'objet d'un blocage. Tout le monde sait que quand des imams, quand des prédicateurs parlent d'État laïque et d'État multiconfessionnel, ils pensent souvent religion, ils pensent à ces terroristes, ils pensent souvent à ces gens qui utilisent la religion à d'autres fins, ce qui a du tout. Je pense que c'est cet extrémisme religieux qui est à l'origine de ce qui se passe au Mali. C'est cet extrémisme religieux qui est à l'origine de ce qui se passe au Burkina Faso et ailleurs maintenant, même au Bénin, il y a des fous de Dieu qui sont là-bas et qui dictent leurs lois. Aujourd'hui, il y a des religieux qui veulent discuter avec des gens cohérents, des gens qui sont modérés, qui veulent s'asseoir autour d'une table avec l'État pour discuter de certains termes. Je pense qu'il faut les comprendre. Parce que la constitution malienne pouvait être écrite en bambara, peut-être ça ne poserait pas autant de problèmes. Et cela se comprend, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la mesure où aujourd'hui, aucune des religions révélées, en tout cas, ne promeut la violence. C'est plutôt la tolérance. Donc, l'extrémisme religieux que l'on voit dans certains pays, c'est plutôt une interprétation, en tout cas, que ces groupes armés, ou bien une utilisation dénaturée que ces groupes armés font aujourd'hui de la religion pour satisfaire leurs propres besoins. Et Karim, le projet de nouvelle constitution au Mali renforce les pouvoirs du président en lui permettant d'ordonner la mobilisation générale dans ce pays déstabilisé aujourd'hui par la violence qu'est le Mali, lui permet de définir également désormais la politique du gouvernement, alors que la politique du gouvernement avant était définie par le Premier ministre, de nommer le Premier ministre, de nommer au poste civil et militaire et de pouvoir aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Le texte relègue également le français au rang en tout cas de langue de travail. Le français ne sera plus la langue officielle du Mali, mais plutôt la langue de travail. Mais déjà, est-ce que ce texte ne risque pas aussi de faire retourner ce pays à un hyper-présidentialisme ou à un présidentialisme fort? Mais vous savez, justement, on a fait un reproche à la transition, c'est de vouloir certainement avoir un œil sur l'après-transition. Mais en réalité, on sent comme un glissement. C'est comme s'il y avait un petit retour au passé. Vous
savez, il y avait eu déjà... Mais autant de pouvoir pour un seul homme, ça a été le principal problème et c'est même le principal problème dans la plupart de nos États également. Cette suprématie de l'exécutif sur tous les autres pouvoirs. Oui, parce qu'en réalité aussi, il faut reconnaître que, c'est vrai, on a accordé les pleins pouvoirs au président de la République, mais dans les faits, c'est ça en réalité. Je pense que, c'est vrai, on retourne un peu en arrière. Vous savez, il y avait eu déjà la Constitution de 95 qui avait fait ces genres de dispositions. On retourne vers cela, mais en réalité, je pense que c'est l'affirmation d'un état de fait. Dans nos États, généralement, c'est le président de la République qui assure pratiquement tous les pouvoirs. C'est un fait. Bon, maintenant qu'on l'ait inscrit dans la Constitution et ce qui va certainement passer comme lettre à la poste, c'est parce qu'en réalité, justement, le souci peut-être de la transition, c'est de pouvoir faire en sorte que demain, ils ne puissent pas leur dire à leurs dépens qu'ils ont quelque part, disons, traficoté pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce que quand on accorde à un président civil des pouvoirs de nommer à des postes civils et militaires, c'est parce que justement, ils ont pris la pleine mesure des responsabilités qui incombera au prochain chef de l'exécutif. Mais le plus important, à mon avis, c'est qu'en fait, au-delà de ce référendum qui va se faire, c'est ce que le peuple malien voudra faire de son État. Parce que vous savez, l'État de droit se construit à travers donc la confiance déjà, mais surtout à travers le respect par les institutions et toutes les institutions de ce que Mame Gor a relevé tout à l'heure, les libertés fondamentales des populations. Mais ce qui est encore plus important, c'est le respect de la Constitution qui est soumise donc à l'arbitrage du peuple. Un respect de la Constitution à garantir par le président de la République, c'est-à-dire ce président qui sera issu aussi de l'élection à l'issue de cette transition-là. Et Mame Gor, la nouvelle Constitution proclame aujourd'hui tout coup d'État crime imprescriptible. Mais les auteurs, en tout cas des putschs de 2020 et 2021, sont à l'abri, puisque les faits antérieurs à la promulgation de cette Constitution ne seraient pas couverts par des lois d'amnistie. Est-ce que ces dispositions pourraient être une solution à la question des coups d'État, que ce soit au Mali ou même dans d'autres pays? Bon, ça peut faire peur aussi, hein. Mais le fait que ça fasse peur, est-ce que ça ne pourrait pas constituer une solution? Le fait qu'aujourd'hui, quel que soit le pays où il y a un coup d'État, par exemple pour le cas du Mali, les coups d'État aujourd'hui seront des crimes imprescriptibles. Quelle que soit la durée, quel que soit le nombre d'années, la personne ou bien les auteurs pourront toujours être jugés. Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution pour lutter contre la prise de pouvoir de façon anticonstitutionnelle? Je pense que c'est bien de mettre des lois coercitives, très dures contre les coups d'État et autres. Mais je pense que pour éviter les coups d'État, il faut la bonne gouvernance. Il faut une bonne justice. Il faut une distribution des richesses. Il faut que les populations se sentent concernées, soient informées. Je pense que ça, ce sont des choses qui peuvent éviter les coups d'État. Sinon, ceux qui font des coups d'État, ils prennent des risques. Même s'il n'y a pas de loi, un coup d'État est passible d'une peine lourde partout. Au-delà de la peine lourde, on peut même être tué quand on exécute un coup d'État. Je pense que c'est bien de faire ça, mais c'est bien aussi que celui qui sera élu au Mali soit conscient que les textes ne valent pas grand-chose. C'est la volonté politique qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus déterminante. Bon, certes, Obama parlait d'institutions fortes et autres, mais il faut des hommes vertueux pour diriger nos pays. Même si les constitutions sont bien écrites, même si les textes sont bien écrits, même s'il y a beaucoup de chartes, s'il n'y a pas de volonté politique, il y a toujours des rouages qui peuvent être utilisés pour s'assurer de certaines choses, pour se permettre à certaines libertés qui ne sont pas du tout des libertés qui arrangent les populations. Donc, c'est bien, les autorités de la transition, je pense qu'elles ont à l'esprit cette volonté de tout mettre en œuvre pour éviter certains travers, les travers du passé. Mais les travers du passé aussi ne peuvent pas se régler aussi seulement à travers la justice. La justice ne peut pas tout régler. Bon, il faut d'abord une justice sociale
pour éviter certaines choses. Créer d'abord les conditions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'une bonne gouvernance, également d'une meilleure répartition, en tout cas, des ressources pour assurer cette stabilité, quelles que soient les lois en place. Et Karim, au-delà de cette question du renforcement aujourd'hui des pouvoirs du président, de reléguer le français au rang de langue de travail plutôt que langue officielle et des autres dispositions en tout cas que contiennent cette nouvelle constitution malienne qui sera adoptée le 18 juin par référendum. Quel autre point ou modification en tout cas de cette constitution vous ont marqué à votre niveau, puisque vous avez rappelé tout à l'heure le fait que certaines dispositions des constitutions de 95 sont revenues aujourd'hui dans cette nouvelle. Quelle autre disposition a attiré votre attention sur la question? Bon, mais je pense qu'il y a eu un certain nombre de réformes, je pense, qui ont été proposées, surtout par rapport à la territorialisation. Il y a le fait, et puis cela est indéniable, que le Mali a beaucoup de problèmes par rapport à la gestion de l'immensité du pays. Vous savez, il n'est pas évident pour quelqu'un de quitter Bamako et d'aller pratiquement vers Kidal et autres. Par conséquent, je pense qu'il y a un souci pour, en tout cas, le constitution de faire en sorte que toutes les régions du Mali puissent être, disons, plus ou moins à pratiquement même distance de la capitale, si l'on peut dire. Mais schématiquement, je pense que ce qui a été apporté comme nouveauté, et bon, c'est surtout au niveau du caractère imprescriptible, on l'a dit, par rapport à cette volonté, même des autorités de la transition, d'anticiper par rapport à la volonté exprimée même par la CEDEAO contre les coups d'État. Vous savez que la CEDEAO a promis disons, exprimer l'idée de faire une force régionale. De mettre sur pied une force anti-putsch. Mais ils ont pas fait le coup d'État constitutionnel. Voilà, justement. Mais bon, pour dire qu'en fait, c'est une anticipation, il faut le dire, de cette volonté, même si, quelque part, on peut toujours avoir des sentiments opposés par rapport à tout cela. Mais ce qu'il y a de concret, c'est qu'on est revenu un peu à beaucoup de choses qui ont été mises en avant dans la constitution d'avant cette transition. Mais ce qui est fondamental, ce sont les pouvoirs donc dévolus au président de la République, à l'exécutif, mais également certains points qui font du Malien lui-même, du citoyen malien, en tout cas le propre, disons, acteur de son développement. Faire du citoyen malien le propre acteur de son développement, mais également continuer dans cette dynamique de travailler à un retour dans les délais des civils au pouvoir à travers l'organisation d'élections transparentes. Et c'est ce que veulent les autorités maliennes à l'issue en tout cas de ce premier acte qu'ils ont posé, à savoir l'organisation le 18 juin 2023 d'un référendum constitutionnel qui va consacrer une nouvelle constitution malienne. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mame Gor Ngom, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci Daouda. Merci également à M. Abdou Karim Diakhaté, journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci aussi Karim d'avoir été avec nous. Merci Daouda. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.